écoulé, d'étranges créatures sillonnaient le pôle sud. Là-bas, la nuit durait des mois entiers. Et du fond de l'obscurité polaire, une nouvelle race de dinosaures a surgi. Cette découverte a changé pour toujours notre conception de la vie préhistorique. Par un matin comme celui-ci, il y a plus de 100 millions d'années, des dinosaures saluaient le retour du soleil. Ces animaux étaient uniques en leur genre. Leur squelette permet de comprendre comment ils ont pu finir par dominer le monde. Voici l'Australie. Ce pays fait fureur depuis peu chez les paléontologues spécialistes des dinosaures. Pour trouver des fossiles de dinosaures, il faut des roches d'un âge bien précis. Or, l'Australie, en règle générale, est constituée de roches trop anciennes. Toutefois, des sédiments remontant à 100 millions d'années ont été localisés ici, sur le littoral du sud de l'Australie. Les chercheurs de fossiles de l'équipe du paléontologue Tom Rich, du Muséum de l'État de Victoria, explorent ces rochers depuis plus de 10 ans. C'est une entreprise périlleuse. Il leur faut descendre, avec armes et bagages, le long d'une falaise de 100 mètres. D'origine américaine, Tom Rich est venu en Australie avec son épouse, paléontologue elle aussi, en quête d'oiseaux fossiles. D'accord, il n'y a plus qu'à descendre sur la plage. Les premiers fossiles qu'il trouva étaient d'une nature si remarquable qu'il donna au site le nom de baie des dinosaures. Aujourd'hui, la baie des dinosaures est située sur la côte de l'État de Victoria, à l'ouest de Melbourne. Mais au cœur du Crétacé, il y a 110 millions d'années, l'Australie tout entière était beaucoup plus au sud. Elle formait, avec l'Antarctique, le dernier vestige du bloc continental appelé Gondwana. L'Afrique, l'Inde et l'Amérique du Sud avaient déjà dérivé vers le nord. Mais la baie des dinosaures se trouvait encore en deçà du cercle polaire. Elle était arrosée par un grand fleuve délimitant l'Antarctique et la future Australie. Une immense plaine forestière repose au fond de l'océan. Une plaine où les dinosaures chassaient leurs proies. Les allosaures passaient, menaçants, sur les berges du fleuve, tandis que les craintifs hypsilophodons paissaient non loin de là. Jamais plus la Terre ne verra vivre cette faune incroyable. Dans les montagnes environnantes, les torrents dévalaient à travers des forêts vierges de conifères et de fougères. Leurs alluvions s'accumulaient dans la plaine, et les ossements des dinosaures s'enlisaient dans la vase, s'enfonçant toujours plus profondément sous les dépôts sédimentaires. C'est là qu'ils sont restés 100 millions d'années avant d'être retrouvés. Tom Rich et son équipe cherchent des failles dans ce tombeau de pierre. L'ancienne plaine alluvionnaire s'étend maintenant au pied des falaises abruptes de la côte australienne. Fermement décidé à parvenir à ses fins, Tom Rich emploie les grands moyens. Mieux que de simples fouilles, il a entrepris depuis 10 ans une véritable exploration minière.
Les ingénieurs des mines se sont portés volontaires. Dynamite, marteau-piqueur et travail acharné ont finalement ouvert une brèche dans la roche jusqu'aux ossements tant convoités. Je ne connais pas d'autre endroit au monde où l'on ait employé ce procédé pour chercher des dinosaures. Il est déjà arrivé que l'on trouve des dinosaures à la faveur d'une exploration minière, mais ce n'est pas la même chose. Creuser une mine spécialement pour ça. D'ailleurs, je n'y connaissais rien du tout et j'ai dû tout apprendre. Quelques 300 tonnes de roches ont été extraites et 60 mètres de tunnels ont été creusés. Tout cela pour ouvrir la voie à une armée de volontaires en quête des vestiges d'un monde disparu. Chacun ne trouvait peut-être qu'un ou deux éclats d'os par jour, mais multiplié par 15 ou 20 personnes, cela représentait jusqu'à 50, 60 et même 80 fragments par jour. Au début, l'équipement minier était acheminé par hélicoptère. Cela s'est vite avéré trop onéreux. L'installation d'un téléphérique a résolu le problème. Il permettait à la fois de descendre le matériel jusqu'aux chercheurs et de remonter les roches fossilifères au sommet de la falaise. Les travaux avançaient, non sans danger. Aux explosions de dynamite, au bruit des marteaux-piqueurs, s'ajoutait le grondement incessant de l'océan. Il est impossible d'oublier la mer. Chaque fois que déferlait une vague un peu violente, on entendait un craquement. Une fois, j'ai juste eu le temps de lever les yeux et j'ai vu une énorme vague qui s'engouffrait. J'ai couru vers le fond du tunnel, je me suis précipité vers une cheminée d'accès, je me suis retourné et j'ai vu la mer remplir littéralement le tunnel jusqu'au plafond. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est une question de vie ou de mort. Si on n'avait pas fait attention, quelqu'un aurait pu être blessé ou emporté par le ressac. Grâce à Dieu, cela ne s'est jamais produit. Personne n'a été tué, mais Tom Rich lui-même s'est fait une fracture en se laissant plaquer par une vague contre les rochers. Et cependant, ce sont bien les assauts de l'océan qui ont rendu ces recherches fructueuses. Eux qui ont continuellement sapé la falaise jusqu'à exhumer les restes des dinosaures. Mais cette érosion ne connaît pas de répit. Et c'est pourquoi Tom Rich doit constamment lutter contre le temps et les marées. L'océan est comme une divinité qui donne et qui reprend ensuite. Après nous les avoir montrés, l'océan s'évertue à rendre ses vestiges inaccessibles. Du point de vue logistique, c'est un cauchemar. Quoi qu'il en soit, l'océan est capable d'une générosité merveilleuse. Tom Rich lui doit la découverte de sa vie, un spécimen jusqu'alors inconnu qui permet de mieux comprendre comment les dinosaures en sont venus à dominer la planète pendant près de 2 millions de siècles. L'océan continue à grignoter les falaises de la baie des dinosaures, vague après vague. Tom Rich et son équipe livrent une course contre le temps. Il s'agit pour eux de glaner le plus d'informations possible avant que l'océan ne les remporte. Ils ont déjà trouvé 5000 spécimens fossiles, dont 150 variétés de plantes et d'animaux. Les fossiles constituent la seule preuve matérielle d'une vie préhistorique sur la Terre. À quoi cette vie ressemblait-elle voici 100 millions d'années? Les dinosaures vivaient sous un climat plus chaud. Même la baie des dinosaures, pourtant proche du pôle sud, jouissait d'un climat tempéré, selon nos critères actuels. Pas de calotte glaciaire, mais des forêts froides et humides. Les conditions climatiques étaient proches de celles de l'Écosse d'aujourd'hui. Comment les dinosaures se sont-ils épanouis sous de telles températures qu'aucun reptile ne supporte de nos jours? Tom Rich a cherché la réponse dans leurs fossiles. En 1987,
Son équipe a trouvé des fragments de squelettes d'Hypsilophodontides. C'est un herbivore commun. Pourtant, les chercheurs ont compris que cette découverte presque accidentelle représentait une avancée majeure. Nos tunnels étaient sombres, ils étaient humides, ils étaient boueux. On a trouvé une partie d'un spécimen et on s'est dit qu'il devait y avoir d'autres morceaux parmi les gravats. On fouillait, on fouillait. 1 heure ou 2 plus tard, on en a trouvé. Tout le monde a recommencé à fouiller les gravats pour être sûr de n'avoir rien laissé passer. Il était clair qu'on était tombé sur quelque chose de peu banal, un squelette incomplet mais qui ne ressemblait à rien de connu. La roche avait emprisonné un crâne, long et étroit, appartenant à une espèce nouvelle. C'était un petit animal agile. Tom Rich le baptisa Lielinasaur, du nom de sa propre fille. Le crâne présentait une caractéristique extraordinaire, un détail étonnant. Ce petit dinosaure avait des lobes optiques énormes. On appelle lobe optique la région du cerveau dans laquelle l'influx nerveux transmis par le nerf optique est converti en images visuelles. Le Lielinasaur consacrait donc une zone très importante de son cerveau à décoder les informations lumineuses, ce qui tend à prouver qu'il voyait dans l'obscurité. Et l'obscurité était le lot commun à toute vie polaire. 4 mois par an, les créatures qui peuplaient la baie des dinosaures pouvaient donc paître et chasser sans le secours du soleil. Une telle aptitude à traverser la longue nuit polaire renverse les idées reçues en matière de dinosaures. Non, leur habitat ne se limitait pas aux luxuriantes forêts des régions tropicales. En réalité, ils se sont développés quand la Terre subissait de profondes transformations. Les continents continuaient à dériver et le climat commençait à se rafraîchir. Les saisons, jusqu'alors inexistantes, se dessinaient progressivement. Le premier hiver est apparu durant le Crétacé. Les tapis de feuilles mortes fossilisées traduisent ce brusque passage de l'été à l'hiver. Et néanmoins, les dinosaures se multipliaient. Pour résister à l'hiver polaire, le Lielinasaur possédait nécessairement un métabolisme apte à produire sa propre chaleur. Ce pouvait être un animal à sang chaud, toujours en mouvement pour mieux échapper à ses prédateurs, dans un monde à peine éclairé par la pâle clarté de la Lune. Le Lielinasaur est le seul dinosaure connu qui fasse preuve d'une telle faculté d'adaptation à l'obscurité prolongée. On peut donc se demander si certains dinosaures n'avaient pas choisi de migrer pour échapper à la longue nuit hivernale, ou si d'autres n'entraient pas en hibernation. Les falaises de la baie des dinosaures recèlent peut-être la réponse à toutes sortes d'énigmes de cet ordre. Il s'avère en tout cas que les dinosaures étaient bien mieux adaptés à leur environnement qu'on ne le supposait. Ils avaient conquis toute la planète, depuis les tropiques jusqu'au pôle. Ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça? De retour sur la plage, Tom Rich et ses collègues cherchent d'autres indices parmi les rochers. Et ils vont en trouver. Leur prochaine découverte va faire voler en éclats la chronologie généralement admise en matière de dinosaures. Stimulés par les succès remportés dans la baie des dinosaures, Tom Rich et son équipe se sont déployés tout le long de la côte, à la recherche de sites analogues. À 300 km à l'est de la baie des dinosaures, des étudiants avaient signalé des fragments d'os de dinosaures. L'endroit, nommé Inverloch, semblait donc un bon point de départ. En 1991, la chance a souri à l'équipe de Tom Rich sous la forme d'une tempête. Les déferlantes ont déblayé de son sable un affleurement rocheux, révélant ainsi plus de 30 fossiles. C'était la plus grosse découverte de paléontologie en Australie depuis la baie des dinosaures. En qualité de conservateur des collections de fossiles du Muséum de l'État de Victoria,
Tom Ridge vient inspecter les fouilles. Leslie Cool, qui a contribué à identifier ce site, y dirige les recherches. Chaque jour, il faut nettoyer le sable et les flaques d'eau qui se sont accumulées depuis la veille. Ici, à Inverloch, les roches fossilifères sont réparties tout le long de la plage. L'équipe ne dispose que de 6 heures entre deux marées pour travailler sur le site. Au lieu d'avoir recours à la dynamite, comme dans la baie des dinosaures, ici les chercheurs emploient la scie circulaire. Ils débitent les sédiments en carreaux. Ensuite, ils y cherchent la moindre trace de vie préhistorique. À défaut de fossiles, ce peuvent être de simples petits dépôts de carbone. Une fois prélevés, les échantillons sont transportés jusqu'au laboratoire du muséum pour y être examinés à tête reposée, loin de la contrainte implacable des marées. À la surprise générale, les rochers d'Inverloch se sont avérés datés de 120 millions d'années, ce qui permet donc de remonter 10 millions d'années plus loin dans le temps qu'à la baie des dinosaures. Ce que nous devrions sans doute faire, c'est essayer d'enlever un peu ces blocs sur le dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis de cet avis. On devrait opérer comme ça. Regarde. Le site a fourni de nombreux sujets d'étonnement. Les dinosaures apparaissent à un endroit et à une époque où on ne les attendait pas. Les théories les plus solides sont battues en brèche. L'une des choses les plus phénoménales que nous ayons trouvées ici, c'est un os de Protocératops, de la famille du célèbre Triceratops. Les cératops sont une vaste famille de dinosaures à cornes. Le Protocératops est un membre primitif que l'on croyait apparu en Amérique du Nord. Maintenant, c'est l'Australie qui revendique cette paternité. Ici, à Inverloch, le Protocératops est apparu 40 millions d'années plus tôt qu'en Amérique. Cela signifie que ces dinosaures ont sans doute évolué ici, en Australie, plutôt qu'en Amérique du Nord, comme on l'a longtemps cru. Pour nous, c'est vraiment une grande nouvelle. Nous avons aussi trouvé des indices de la présence du struthiomiimide, ou dinosaure en forme d'autruche. Les fossiles de struthiomiimide sont extrêmement rares. Initialement, ils sont présents dans quelques sites d'Amérique du Nord et d'Asie. Jamais on n'en avait trouvé d'aussi anciens qu'à Inverloch. Une fois encore, ça prouve que ces animaux sont probablement originaires de l'hémisphère sud, et tout particulièrement d'Australie. Ils n'apparaîtront que plus tard dans l'hémisphère nord. Une ère nouvelle s'ouvre pour la paléontologie australienne. En tranchant dans le passé, la scie circulaire détruit une chronologie pour en bâtir une autre. Les fossiles d'Amérique du Nord indiquent la présence de struthiomiimide et de Protocératops il y a 90 millions d'années. Les fouilles d'Inverloch prouvent qu'ils parcouraient déjà l'Australie préhistorique 40 millions d'années plus tôt. Comment ces créatures ont-elles réussi à se rendre dans l'hémisphère nord, en dépit des étendues maritimes qui séparaient les nouveaux continents? Serait-elle apparue encore plus tôt, avant que le Gondwana ne se disloque? Chaque nouveau fossile entraîne de nouvelles interrogations. Et quelles que soient les réponses à ces questions, l'Australie a d'ores et déjà acquis une place prépondérante dans l'histoire des dinosaures. Loin d'être un cul-de-sac du Crétacé, comme on l'a longtemps cru, l'Australie pourrait bien être l'un des berceaux des dinosaures. Mais il y a mieux. Inverloch allait bientôt montrer comment certains dinosaures ont miraculeusement échappé pendant 40 millions d'années à l'extinction qui a frappé leurs congénères.
Jour après jour, de nouveaux ossements sont extraits du sol d'Inverloch. Leslie Cool et son équipe de bénévoles n'auraient jamais pu imaginer à quel point leurs recherches allaient contribuer à réécrire l'histoire des dinosaures. L'une de nos plus incroyables découvertes est le labyrinthodonte. Son nom lui vient de sa denture en labyrinthe. On le croyait éteint à une époque à laquelle, en fait, il vivait encore ici. Cet amphibien vorace, de 4 à 5 mètres de long, est un animal très ancien. Plus ancien même que les dinosaures. C'est une sorte d'ancêtre du crocodile. Il vivait près des lacs et des rivières et chassait les petits animaux, tels le lialinosaure, qui venaient s'abreuver. Un monstre pire encore hantait les parages. Leslie Cool et son équipe ont découvert les restes d'un allosaure, précurseur du tyrannosaure. Avec ses énormes mâchoires et ses dents en forme de poignard, il n'avait sans doute pas de rival sur le sol australien. On considérait que ces monstres primitifs avaient disparu voici 160 millions d'années. Or, des ossements trouvés sur ce site montrent qu'il n'en est rien. Et que ces créatures vivaient encore ici 40 millions d'années après avoir disparu du reste du monde. On ne sait pas exactement pourquoi. Était-ce dû à l'environnement ou à l'isolement de l'Australie? Mais pour une raison qu'on ignore, ils ont effectivement continué à vivre ici, longtemps après avoir disparu du reste de la planète. La survivance de ces reliques d'un autre âge nous indique que rien ne se passait ici comme dans le reste du monde. En quelque sorte, l'Australie est devenue une arche préhistorique, un refuge qui a permis à des animaux menacés d'extinction de ruser durablement avec le destin. Oh, you think we're gonna get out of here with our feet there? Our feet are mâchoire et ses dents en forme de poignard, il n'avait sans doute pas de rival sur le sol australien. On considérait que ces monstres primitifs avaient disparu voici 160 millions d'années. Or, des ossements trouvés sur ce site montrent qu'il n'en est rien. Et que ces créatures vivaient encore ici 40 millions d'années après avoir disparu du reste du monde.
On ne sait pas exactement pourquoi. Était-ce dû à l'environnement ou à l'isolement de l'Australie? Mais pour une raison qu'on ignore, ils ont effectivement continué à vivre ici, longtemps après avoir disparu du reste de la planète. La survivance de ces reliques d'un autre âge nous indique que rien ne se passait ici comme dans le reste du monde. En quelque sorte, l'Australie est devenue une arche préhistorique, un refuge qui a permis à des animaux menacés d'extinction de ruser durablement avec le destin. Oh, you think we're going to get out of here with our feet wet? Our feet are pulling it up. Squelette incomplet, mais qui ne ressemblait à rien de connu. La roche avait emprisonné un crâne, long et étroit, appartenant à une espèce nouvelle. C'était un petit animal agile. Tom Rich le baptisa Lialinazor, du nom de sa propre fille. Le crâne présentait une caractéristique extraordinaire, un détail étonnant. Ce petit dinosaure avait des lobes optiques énormes. On appelle lobe optique la région du cerveau dans laquelle l'influx nerveux transmis par le nerf optique est converti en images visuelles. Le Lialinazor consacrait donc une zone très importante de son cerveau à décoder les informations lumineuses, ce qui tend à prouver qu'il voyait dans l'obscurité. Et l'obscurité était le lot commun à toute vie polaire. 4 mois par an, les créatures qui peuplaient la baie des dinosaures pouvaient donc paître et chasser sans le secours du soleil. Une telle aptitude à traverser la longue nuit polaire renverse les idées reçues en matière de dinosaures. Non, leur habitat ne se limitait pas aux luxuriantes forêts des régions tropicales. En réalité, ils se sont développés quand la Terre subissait de profondes transformations. Les continents continuaient à dériver et le climat commençait à se rafraîchir. Les saisons, jusqu'alors inexistantes, se dessinaient progressivement. Le premier hiver est apparu durant le Crétacé. Les tapis de feuilles mortes fossilisées traduisent ce brusque passage de l'été à l'hiver. Et néanmoins, les dinosaures se multipliaient. Pour résister à l'hiver polaire, le Lialinazor possédait nécessairement un métabolisme apte à produire sa propre chaleur. Ce pouvait être un animal à sang chaud, toujours en mouvement pour mieux échapper à ses prédateurs, dans un monde à peine éclairé par la pâle clarté de la Lune. Le Lialinazor est le seul dinosaure connu
qui fasse preuve d'une telle faculté d'adaptation à l'obscurité prolongée. On peut donc se demander si certains dinosaures n'avaient pas choisi de migrer pour échapper à la longue nuit hivernale, ou si d'autres n'entraient pas en hibernation. Les falaises de la baie des dinosaures recèlent peut-être la réponse à toutes sortes d'énigmes de cet ordre. Il s'avère en tout cas que les dinosaures étaient bien mieux adaptés à leur environnement qu'on ne le supposait. Ils avaient conquis toute la planète, depuis les tropiques jusqu'au pôle. En 1987, son équipe a trouvé des fragments de squelettes d'Hypsilophodontides. C'est un herbivore commun. Pourtant, les chercheurs ont compris que cette découverte presque accidentelle représentait une avancée majeure. Nos tunnels étaient sombres, ils étaient humides, ils étaient boueux. On a trouvé une partie d'un spécimen et on s'est dit qu'il devait y avoir d'autres morceaux parmi les gravats. On fouillait, on fouillait. 1 heure ou 2 plus tard, on en a trouvé. Tout le monde a recommencé à fouiller les gravats pour être sûr de n'avoir rien laissé passer. Il était clair qu'on était tombé sur quelque chose de peu banal, un squelette incomplet mais qui ne ressemblait à rien de connu. La roche avait emprisonné un crâne, long et étroit, appartenant à une espèce nouvelle. C'était un petit animal agile. Tom Rich le baptisa Lielinasaur, du nom de sa propre fille. Le crâne présentait une caractéristique extraordinaire, un détail étonnant. Ce petit dinosaure avait des lobes optiques énormes. On appelle lobe optique la région du cerveau dans laquelle l'influx nerveux transmis par le nerf optique est converti en images visuelles. Le Lielinasaur consacrait donc une zone très importante de son cerveau à décoder les informations lumineuses, ce qui tend à prouver qu'il voyait dans l'obscurité. Et l'obscurité était le lot commun à toute vie polaire. 4 mois par an, les créatures qui peuplaient la baie des dinosaures pouvaient donc paître et chasser sans le secours du soleil. Une telle aptitude à traverser la longue nuit polaire renverse les idées reçues en matière de dinosaures. Non, leur habitat ne se limitait pas aux luxuriantes forêts des régions tropicales. En réalité, ils se sont développés quand la Terre subissait de profondes transformations. Les continents continuaient à dériver et le climat commençait à se rafraîchir. Les saisons, jusqu'alors inexistantes, se dessinaient progressivement. Le premier hiver est apparu durant le Crétacé. Les tapis de feuilles mortes fossilisées traduisent ce brusque passage de l'été à l'hiver. Et néanmoins, les dinosaures se multipliaient. Pour résister à l'hiver polaire, le Lielinasaur possédait nécessairement un métabolisme apte à produire sa propre chaleur. Ce pouvait être un animal à sang chaud, toujours en mouvement pour mieux échapper à ses prédateurs, dans un monde à peine éclairé par la pâle clarté de la Lune. Il était d'une nature si remarquable qu'il donna au site le nom de baie des dinosaures. Aujourd'hui, la baie des dinosaures est située sur la côte de l'État de Victoria, à l'ouest de Melbourne. Mais au cœur du Crétacé, il y a 110 millions d'années, l'Australie tout entière était beaucoup plus au sud. Elle formait, avec l'Antarctique, le dernier vestige du bloc continental appelé Gondwana. L'Afrique, l'Inde et l'Amérique du Sud avaient déjà dérivé vers le nord. Mais la baie des dinosaures se trouvait encore en deçà du cercle polaire. Elle était arrosée par un grand fleuve délimitant l'Antarctique et la future Australie. Une immense plaine forestière repose au fond de l'océan. Une plaine où les dinosaures chassaient leurs proies. Les allosaures passaient, menaçants, sur les berges du fleuve, tandis que les craintifs hypsilophodons paissaient non loin de là. Jamais plus la Terre ne verra vivre cette faune incroyable. Dans les montagnes environnantes,
les torrents dévalaient à travers des forêts vierges de conifères et de fougères. Leurs alluvions s'accumulaient dans la plaine et les ossements des dinosaures s'enlisaient dans la vase, s'enfonçant toujours plus profondément sous les dépôts sédimentaires. C'est là qu'ils sont restés 100 millions d'années avant d'être retrouvés. Well, it's nice to be back here after all this time. How long has it been since you've been here, Nick? Tom Rich et son équipe cherchent des failles dans ce tombeau de pierre. L'ancienne plaine alluvionnaire s'étend maintenant au pied des falaises abruptes de la côte australienne. Lousy at this time of year. Fermement décidé à parvenir à ses fins, Tom Rich emploie les grands moyens. Mieux que de simples fouilles, il a entrepris depuis 10 ans une véritable exploration minière. The only way to find out is hope that the right ones are falling and the whole place has Righto. Des ingénieurs des mines se sont portés volontaires. Dynamite, marteau-piqueur et travail acharné ont finalement ouvert une brèche dans la roche jusqu'aux ossements tant convoités. Je ne connais pas d'autre endroit au monde où l'on ait employé ce procédé pour chercher des dinosaures. Il est déjà arrivé que l'on trouve des dinosaures à la faveur d'une exploration minière, mais ce n'est pas la même chose. Creuser Australie. Une immense plaine forestière repose au fond de l'océan. Une plaine où les dinosaures chassaient leurs proies. Les allosaures passaient, menaçants, sur les berges du fleuve, tandis que les craintifs hypsilophodons paissaient non loin de là. Jamais plus la Terre ne verra vivre cette faune incroyable. Dans les montagnes environnantes, les torrents dévalaient à travers des forêts vierges de conifères et de fougères. Leurs alluvions s'accumulaient dans la plaine et les ossements des dinosaures s'enlisaient dans la vase, s'enfonçant toujours plus profondément sous les dépôts sédimentaires. C'est là qu'ils sont restés 100 millions d'années avant d'être retrouvés. Well, it's nice to be back here after all this time. How long has it been since you've been here, Nick? Right. Tom Rich et son équipe cherchent des failles dans ce tombeau de pierre. L'ancienne plaine alluvionnaire s'étend maintenant au pied des falaises abruptes de la côte australienne. Lousy at this time of year. Fermement décidé à parvenir à ses fins, Tom Rich emploie les grands moyens. Mieux que de simples fouilles, il a entrepris depuis 10 ans une véritable exploration minière. The only way to find out is hope that the right ones are falling and the whole place has Righto. Des ingénieurs des mines se sont portés volontaires. Dynamite, marteau-piqueur et travail acharné ont finalement ouvert une brèche dans la roche jusqu'aux ossements tant convoités. Je ne connais pas d'autre endroit au monde où l'on ait employé ce procédé pour chercher des dinosaures. Il est déjà arrivé que l'on trouve des dinosaures à la faveur d'une exploration minière, mais ce n'est pas la même chose. Creuser une mine spécialement pour ça. D'ailleurs, je n'y connaissais rien du tout et j'ai dû tout apprendre. Quelques 300 tonnes de roches ont été extraites et 60 mètres de tunnels ont été creusés. Tout cela pour ouvrir la voie à une armée de volontaires en quête des vestiges d'un monde disparu. Chacun ne trouvait peut-être qu'un ou deux éclats d'os par jour, mais multiplié par 15 ou 20 personnes, cela représentait jusqu'à 50, 60 et même 80 fragments par jour. Au début, l'équipement minier était acheminé par hélicoptère. Cela s'est vite avéré trop onéreux. L'installation d'un téléphérique a résolu le problème. Il permettait à la fois de descendre le matériel. En 1991, la chance a souri à l'équipe de Tom Rich sous la forme d'une tempête. Les déferlantes ont déblayé de son sable un affleurement rocheux, révélant ainsi plus de 30 fossiles. C'était la plus grosse découverte de paléontologie en Australie depuis la baie des dinosaures.
En qualité de conservateur des collections de fossiles du Muséum de l'État de Victoria, Tom Ridge vient inspecter les fouilles. Leslie Cool, qui a contribué à identifier ce site, y dirige les recherches. Chaque jour, il faut nettoyer le sable et les flaques d'eau qui se sont accumulées depuis la veille. Ici, à Inverloch, les roches fossilifères sont réparties tout le long de la plage. L'équipe ne dispose que de 6 heures entre deux marées pour travailler sur le site. Au lieu d'avoir recours à la dynamite, comme dans la baie des dinosaures, ici les chercheurs emploient la scie circulaire. Ils débitent les sédiments en carreaux. Ensuite, ils y cherchent la moindre trace de vie préhistorique. À défaut de fossiles, ce peuvent être de simples petits dépôts de carbone. Une fois prélevés, les échantillons sont transportés jusqu'au laboratoire du muséum pour y être examinés à tête reposée, loin de la contrainte implacable des marées. À la surprise générale, les rochers d'Inverloch se sont avérés datés de 120 millions d'années, ce qui permet donc de remonter 10 millions d'années plus loin dans le temps qu'à la baie des dinosaures. Ce que nous devrions sans doute faire, c'est essayer d'enlever un peu ces blocs sur le dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis de cet avis. On devrait opérer comme ça. Regarde. Le site a fourni de nombreux sujets d'étonnement. Les dinosaures apparaissent à un endroit et à une époque où on ne les attendait pas. Les théories les plus solides sont battues en brèche. L'une des choses les plus phénoménales que nous ayons trouvées ici, c'est un os de Protocératops, de la famille du célèbre Triceratops. Les cératops sont une vaste famille de dinosaures à cornes. Le Protocératops est un membre primitif que l'on croyait apparu en Amérique du Nord. Maintenant, c'est l'Australie qui revendique cette paternité. Ici, à Inverloch, le Protocératops est apparu 40 millions d'années plus tôt qu'en Amérique.